continents, sans exception, sont concernés par les questions d'évasion biologique. Parce qu'aujourd'hui, un espace sur cette planète qui dirait ne pas être concerné, ce serait faux. Ce serait dit que cet espace-là n'interagit pas avec d'autres pays, avec d'autres continents. Aujourd'hui, nous voyageons et on sait la vitesse avec laquelle on pourrait quitter un continent pour un autre. En plus de cela, il y a le commerce international, des marchandises, des quantités de plus en plus folles qu'on pourrait avoir d'un espace à un autre et les déplacer. Voilà, donc tous ces éléments font que nos continents, nos espaces sont interconnectés et cela facilite donc les introductions. Mais à l'intérieur, la répartition, je dirais, elle est planétaire, mais elle peut correspondre, je ne dirais pas à des mécanismes, mais à des sortes de processus. Il peut être continu ou discontinu. Continu, mon collègue l'a dit, il n'y a pas de frontières au niveau des eaux, des océans. Donc s'il y a une pollution quelque part, ou si des espèces sont déversées dans une eau quelque part, elles vont continuer d'émigrer. On est d'accord? Elles vont aller beaucoup plus loin. Il y a des micro-organismes qui sont d'origine marine, je crois que c'est le zooplancton ou le plancton en général, qui sont assez minuscules, sont très infimes, qui sont au gré donc des houles des océans, qui pourraient être donc déportés sur des côtes chinoises, des côtes françaises, des côtes européennes, ainsi de suite. Donc ça, c'est des mouvements continus et qui se font à la seconde pratiquement. Donc les vagues évoluent, les mouvements de transgression, régression, et on retrouverait ces espèces-là un peu partout. Et ces invasions pourraient être discontinues. Et là, pour la discontinuité, on va revenir sur les terres émergées, donc nos continents, où il faudrait soit l'action de l'homme, l'action peut-être des événements un peu cosmiques comme je l'ai dit, où il faut forcément que l'espèce elle-même avec de nouvelles capacités acquises puisse se déplacer. Donc là, ça se fait au cas par cas, période par période et tout. Donc c'est des éléments qu'on peut mettre dans la balance. Mais sinon, s'il faut revenir sur quelques exemples, je dirais que quand on prend le cas des États-Unis aujourd'hui, suivant les répertoires, ce qu'on appelait dans la littérature, il dénombre jusqu'à près de 50 000 espèces qui sont introduites. Mais à l'intérieur, vous avez une espèce sur 7 qui est taxée d'invasive. Vous voyez un peu ce que cela représente en termes de coût, en termes de conséquences sur la biodiversité ou tout ce qui pourrait venir derrière. Quand je prends le cas africain, c'est un exemple emblématique quand on prend le lac Tchad, où avec une introduction de poissons qu'on appelle la pêche de Nil, la Testinoticus, elle a été implantée dans ces eaux parce que oui, il y a de la bonne chair, c'est bien à manger, mais en l'introduisant dans une eau, le lac Victoria, aujourd'hui les conséquences sont énormes. Il y a eu carrément un cas de biodiversité, bon les conséquences on reviendra là-dessus. Mais un autre exemple emblématique, parce que je prends les forêts africaines, donc les forêts tropicales, où on a une toute petite fourmi, une fourmi à grosse tête, bon s'il faut je peux donner le nom scientifique, ça fait Phéidole meganocephala, qui est une espèce effectivement qui, rien qu'à elle se introduite dans ces forêts au Kenya, ont amené le lion, qui on connaît, qui est l'un des prédateurs suprêmes, à varier son alimentation. Parce qu'elle se nourrit des herbes. Il y en a suffisamment dans ces zones-là. Et dans le processus de chasse, elles doivent s'abriter, cachées par les hautes herbes, la végétation arborée, pour pouvoir avoir l'effet de surprise. Mais cette espèce-là, ces fourmis, ont fait concurrence avec les fourmis natives qui, elles, s'occupaient effectivement de la végétation locale et donc de l'acacia, qui était un élément de prédilection de l'éléphant. Donc du coup, quand cette chaîne alimentaire a été rompue, les acacias vont pulluler, les herbes, et bon, les acacias vont disparaître plutôt, je m'excuse, parce que les éléphants vont davantage faire de la prédation. Les éléphants n'arrivaient plus à attaquer les herbes qui sont beaucoup plus rapides, ils vont se rabattre plutôt sur les buffles qui sont beaucoup plus longs. Vous voyez, donc voilà combien de fois même une espèce aussi infime peut changer toute la dynamique, je ne dirais pas trophique, mais la dynamique prédateur et proie dans un écosystème du genre. Donc pour faire un peu court, c'est un peu ça. C'est un peu